Il pensait couvrir un simple attentat. Une explosion dans un centre commercial, quelques images à capturer, un reportage rapide pour le journal du soir, puis rentrer chez lui. Mais dans Globalia, rien n'est jamais vraiment anodin. En s'approchant de la zone interdite, il comprend que quelque chose ne colle pas. Ce qu'il voit ne correspond pas à la version officielle. Et à partir de ce moment-là, une question commence à s'imposer. Une question qu'il aurait peut-être mieux fait d'éviter. Dans ce chapitre, il n'est pas seulement question d'une explosion. On découvre les premières fissures d'un système qui semblait parfait et le malaise discret qui s'installe quand tout paraît trop bien organisé. Si tu apprends le français, c'est un moment particulièrement intéressant. Le vocabulaire devient plus précis, plus politique, plus nuancé, et chaque phrase apporte une nouvelle couche de sens. Installe-toi, prends le temps d'écouter. Aujourd'hui, nous entrons un peu plus profondément dans Globalia, et quelqu'un commence à regarder derrière le décor. L'attentat à la voiture piégée qui avait frappé Seattle était directement responsable de 12 victimes, sans compter les blessés et tous ceux qui avaient subi un grave traumatisme psychologique. Pourtant, ce drame avait fait au moins un heureux. Il avait fourni à Plus Pujols la matière d'un premier reportage extraordinaire. Pud n'était sorti de l'école de journalisme que depuis 15 jours à peine. Le parcours avait été long pour en arriver là. Il venait de dépasser la trentaine. Mais c'était un âge très honorable et même précoce, compte tenu de la rareté des places dans cette prestigieuse institution. Plus extraordinaire encore pour un jeune sans expérience, il avait décroché tout de suite un poste de stagiaire à la rubrique Faits divers de l'Universal Herald. C'était un vieux journal. Au moment de sa fondation, on disait qu'il avait même été imprimé sur papier. Il datait donc d'avant la loi qui bannissait toute utilisation industrielle des produits naturels, l'un des plus anciens textes constitutionnels de Globalia. Désormais, le Herald était évidemment virtuel, disponible sur les écrans. Au long de toutes ces années, il avait su affronter la concurrence de nombreux titres nouveaux. S'il n'était plus une référence exclusive, il jouissait toutefois d'un immense prestige. Et voilà qu'en plus, pour sa première sortie professionnelle, Pug était envoyé sur un grave attentat. Il avait reçu la veille un ruban velcro avec son nom, vieille coutume du journal où chacun arborait ce signe sur la poitrine. Il aurait été embarrassé pour dire ce dont il était le plus fier, de son titre de journaliste à la rédaction de l'Universal Herald ou de son nom catalan, Puig Pujols, tout en plein et en délié, qui semblait fait pour être écrit à la pointe d'un fleuret. Malheureusement, cette fierté et cette émotion l'avaient détourné de l'essentiel. Il était parti si vite vers le centre commercial où avait eu lieu l'attentat qu'il avait oublié son badge professionnel. Il était trop tard pour faire demi-tour. Aux yeux des officiers de la protection sociale, seul comptait ce document officiel qui déclinait automatiquement l'identité de son porteur et sa fonction. Les autres journalistes, qui eux s'en étaient tous munis, étaient poliment regroupés non loin de l'épave carbonisée du véhicule. Un porte-parole officiel allait sous peu s'adresser à eux, répondre à leurs questions et les inviter à constater précisément les dégâts. Un autre groupe, constitué par les proches des victimes, attendait lui aussi patiemment d'être interrogé devant les caméras. Manquer un tel reportage pour un simple oubli mettait Puig en rage. Quoique né à Denver et élevé en divers endroits de la planète, il était fortement imprégné des valeurs catalanes. Elles lui avaient été transmises par sa grand-mère au cours d'un long séjour à Carcassonne, après la mort accidentelle de ses parents. Travailleur, ombrageux et fier, il accueillait l'échec comme une insulte et se cabrait à la seule idée que son honneur pût en être éclaboussé. Quand il fut refoulé par le cordon de sécurité, Puig sentit bouillir son sang. Ce réflexe de révolte, qui l'aurait volontiers conduit à frapper l'un des gardes, manqua le perdre, mais finalement le sauva. La nuit autour du centre commercial était remplacée par des vagues de feux bleus et oranges. Elles provenaient du toit des ambulances et des camions de police et de pompiers stationnés en désordre sur le lieu de l'attentat. Le véhicule piégé avait été garé tout près de l'entrée principale, là où les gens allaient et venaient en poussant leurs chariots. Au lieu de rester en vain du côté où étaient rassemblés les journalistes, Puig se dirigea vers les abords immédiats de l'attentat, où s'affairait une foule confuse de secouristes. Il n'était pas de très haute taille, mais sa silhouette sèche et cambrée, ses yeux noirs vibrants de colère, sa barbiche en pointe héritée de son père qu'il avait à peine connu, cette mimique d'indignation et de courroux, promenée dans le désordre de ce champ de bataille,
lui donnait un air de comédie ou de tragédie selon les circonstances, en tout cas théâtrale. Dans ce décor de destruction, il semblait naturellement être un des personnages du drame. Et cela finit par l'aider à le devenir. Parce qu'il aimait le blanc et le rouge, Puig portait ce jour-là, par hasard, une tenue assez semblable à celle des secouristes. L'un d'eux, au plus fort de la confusion, crut qu'il faisait partie des leurs. Il le héla pour être remplacé, car on l'appelait au PC central. Avant de s'éloigner, il lui laissa son dossard, pensant que celui de Puig s'était déchiré. Ainsi se retrouva-t-il vêtu de la casaque officielle des secouristes, sur laquelle figurait une bouteille de jus de fruits et le nom de la marque qui servait de sponsor. Dès lors, on lui signifia sans ménagement qu'il devait venir en appui au groupe de 3 personnes qui déambulaient sur les lieux du drame. Ces groupes faisaient la navette depuis le site de l'attentat jusqu'aux véhicules sanitaires qui attendaient, tous gyrophares allumés. Ils étaient constitués par une personne traumatisée que soutenait un médecin. Serré autour d'eux, le 3e personnage était un psychologue qui recueillait les plaintes du blessé comme du médecin. Il engageait chacun à évacuer en temps réel le traumatisme que l'un avait subi et dont l'autre était le témoin. Dès que la victime parvenait à l'ambulance, et parfois même avant, on lui administrait les premiers gestes d'urgence. Si elle était valide et capable de signer, on lui faisait paraffer une décharge de responsabilité, exonérant par avance tous les soignants des conséquences de leurs actes. Si le blessé était en trop mauvais état, on s'enquérait des coordonnées de sa famille afin de la convoquer. Ces évacuations permirent à Puig d'approcher suffisamment près de l'épave du véhicule pour l'observer en détail. C'était un modèle assez ancien, doté d'un moteur nucléaire classique et peu puissant. Les sièges avaient brûlé, mais on pouvait encore distinguer certains lambeaux intacts de couleur rouge. L'indice le plus frappant, mais Puig n'eut pas le temps d'en noter beaucoup plus, était l'existence sur le toit du véhicule d'une usure rectangulaire, comme s'il avait longtemps porté à cet endroit une marque, un signe, bref, un accessoire que l'explosion n'avait pas fait disparaître, mais qui avait dû être retiré bien avant. Il n'y avait pas de traces d'arrachement ni de cassure. La première victime que Puig aida à évacuer était une femme assez mal en point, qui saignait de tout le côté droit. Elle avait été projetée par le souffle contre une poutre d'acier et s'était sûrement brisé l'épaule ou le haut du bras. Elle suppliait le médecin de la soulager. Il lui répondait qu'il évaluait les lésions, mais ne pouvait rien entreprendre avant qu'elle eût signé la décharge de responsabilité appropriée. Puig, malgré la douceur dont il fit preuve, ne put rien recueillir d'autre qu'une partie imméritée des injures que la femme, sous le coup de l'émotion et de la douleur, adressait aux médecins et plus généralement au genre humain. Le second blessé que transporta Puig ne lui apprit pas grand-chose non plus. De l'autre côté du mur, le long duquel avait explosé la bombe, se trouvait une salle de jeu. L'homme avait été extrait des décombres, encore revêtus de la cagoule et des gants sensoriels qui lui permettaient d'évoluer dans un univers virtuel. La bombe l'avait surpris alors qu'il venait d'épuiser sa 3e vie à se battre contre des gouarfs et des courbutes. Quand Puig l'évacua, l'homme en était encore à se demander laquelle de ces créatures sanguinaires avait pu lui administrer un tel coup. Avant de revenir une 3e fois vers le cœur de l'attentat, Puig examina discrètement les alentours. La pagaille du début commençait à se dissiper. On voyait de plus en plus d'officiers de la protection sociale quadriller la zone. Avec son jeune âge, sa barbe pointue, son air insolent, Puig ne passait pas inaperçu et il risquait de plus en plus de se faire coincer. En même temps, il était loin d'en avoir assez vu pour écrire un bon papier. Il décida d'y retourner une dernière fois et la chance lui sourit. Un régulateur braillait le long du centre commercial. Puig n'y prêta pas attention jusqu'à ce qu'il comprenne que l'autre appelait son numéro de dossard. Quand Puig se rendit auprès de lui, il lui indiqua, le doigt pointé, une nouvelle victime à secourir d'urgence. « Il n'y a plus de psychologue disponible pour le moment », commenta le régulateur. « Vas-y seul et je t'enverrai quelqu'un. » La personne qu'il s'agissait d'évacuer était un homme de belle prestance qui paraissait assez jeune de loin. En s'approchant, Puig nota cependant qu'il avait la racine des cheveux blanches
et que son visage était couturé de fines cicatrices de chirurgie esthétique. Il avait perdu connaissance en tombant au moment de l'explosion, mais l'angle du bâtiment l'avait protégé et il ne semblait pas blessé. Il se frottait le cou et revenait à lui avec étonnement. Quand il parut avoir suffisamment recouvré sa conscience, il regarda son multifonction cassée. « Quelle heure est-il » demanda-t-il fébrilement. « 6h05, dit Pudge en s'efforçant de prendre le ton plein de bienveillante assurance qui convenait. « Oh mon Dieu !» se lamenta l'homme. Pudge lui souffla de se tenir tranquille et de le suivre jusqu'à l'ambulance. Mais l'homme semblait encore dans ses pensées. Le regard perdu dans le vague, il parla à voix basse. « Avez-vous vu les 2 hommes ?»« Lesquels ?» dit Pudge en dressant l'oreille. « Les 2 qui ont fait le coup. Drôle de type. »« Quoi ?» bondit Pudge. Il s'en voulut tout aussitôt de sa réaction brutale, car elle tira l'homme de sa rêverie. « Qui êtes-vous » s'écria-t-il en reculant. « Allons, n'ayez pas peur, murmura Pudge pour tenter de se rattraper. Je vais vous conduire à l'ambulance. »« L'ambulance ? Mais il n'en est pas question. Je n'ai rien, laissez-moi partir. » Pudge le regardait avec de plus en plus d'intérêt. Ce désir de disparaître confirmait que cet homme avait quelque chose à cacher, donc, pour un journaliste, à révéler. À ce moment, malheureusement, un psychologue de forte corpulence, l'air avachi et blasé, les avait rejoints. « Se sentir en bonne santé est une réaction fréquente chez les victimes, » intervint-il. « Elle ne préjuge en rien de leur état et constitue une simple défense par dénégation. »« Lâchez-moi, je vous dis !» insista l'homme. Avec sa large carrure, il était difficile à contenir. Ses gardiens auraient peut-être réussi à le contrôler, mais une circonstance fortuite détourna un instant leur attention. Un immense écran lumineux, fixé à la surface du centre commercial, avait été fragilisé par l'explosion, sans que personne s'en rendît compte. Après avoir oscillé un long moment, il finit par être emporté par une rafale de vent et s'abattit sur le parking. Tout le monde crut à une deuxième bombe. Une foule où se mêlaient secouristes, victimes, officiels et badauds courut en tous sens dans un concert de cris. L'homme que tenait Pudge fut le plus rapide à réagir. Il profita de la stupeur générale pour s'enfuir discrètement. Pudge se lança à sa poursuite. Le fugitif contourna le centre commercial et entra sur une zone du parking où l'électricité avait été coupée par les déflagrations. L'espace était obscur et désert. Il enfila ensuite une étroite ruelle entre des grilles d'entrepôt et gagna un terre-plein couvert d'herbe qu'il escalada prestement. Pudge était léger et à l'aise dans la course, tandis que le psychologue était resté cloué sur place. Il ne tarda pas à saisir la ceinture du fuyard et à l'immobiliser contre un muret. Au dernier instant, il se demanda s'il aurait à se battre et pensa alors, un peu tard, à la corpulence de son adversaire. Heureusement, le fugitif n'avait apparemment aucune intention de se défendre. Il était essoufflé et en nage. « Laissez-moi partir !» répéta-t-il en haletant. « Je vous en supplie. » Pudge était tout excité. Il avait la sensation d'être sur le point de rapporter à son rédacteur en chef une nouvelle fracassante. Mais il n'était pas un mouchard et ne souhaitait pas attirer des ennuis à ce malheureux témoin. Il observa rapidement la rue. Un panneau publicitaire faisait scintiller des images animées où se mêlaient pentes enneigées, bords de mer et cafés en grains. Pudge savait, comme tout le monde, que ce genre de panneau est souvent mixte, équipé de récepteurs de surveillance qui transmettent images et sons. Saisissant l'homme au collet, il le fit reculer le long du muret jusqu'à tourner l'angle d'une ruelle d'où le panneau était invisible. Les yeux plissés, il dévisagea l'homme en le tenant toujours à la gorge. Il n'avait pas le temps de l'interroger en prenant les formes, et si le fuyard craignait d'être livré, il en dirait le moins possible. Le mieux était de lui offrir un marché. Pudge le lâcha et recula un peu. « Je ne suis pas secouriste, dit-il rapidement. Je suis journaliste. Dites-moi ce que vous savez et on se quitte bons amis. » Il avait entendu cette phrase dans un film policier et la restitua sur le même ton un peu théâtral. « Je ne sais pas grand-chose, dit l'homme. Ce pas grand-chose était déjà quelque chose.
Puig sentit qu'il devait maintenir la pression, mais qu'il avait gagné. Il agrippa l'homme encore plus fort. « Pourquoi vous êtes-vous enfui ?»« Parce que je n'avais rien à faire là-bas à l'heure où cette saleté de bombe a explosé. »« Et qu'est-ce que vous y faisiez ?»« J'étais avec une femme. » Puig accusa le coup. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Il était sur ce sujet d'une grande timidité. N'eût été la pénombre qui enveloppait la rue, l'autre l'aurait vu rougir. « Où est-elle » demanda-t-il en forçant l'assurance de sa voix. « Nous venions de nous quitter quand tout a sauté. »« Où est-elle » répéta Puig avec nervosité. « Je n'en sais rien. Elle doit être chez elle à cette heure-ci. Elle était en voiture. »« Et vous ?»« À pied. Je prends les transports en commun pour venir. Si je sortais en voiture, ma femme se méfierait. Elle croit que je fais du jardinage. » Comme pour authentifier ses propos, il montra ses mains qui étaient calleuses et pleines de terre. « Nous avons un lopin le long de la rivière couverte. Je fais pousser des tomates et des poireaux sous infrarouge. » Puig lui fit signe de se taire. Il connaissait la loquacité des gens qui parlent de leur passion et il se souciait bien peu du jardinage. La déception redoublait sa colère. « Qu'est-ce que vous avez vu ?» cria Puig méchamment. « Rien » répondit l'homme en prenant un air innocent qui, tout à coup, le trahit. Puig avait toujours eu un sixième sens pour repérer les faux jetons. « Vous mentez !» s'écria-t-il en saisissant de nouveau l'homme par le col et en lui parlant sous le nez. À cet instant, un véhicule de la protection sociale passa à grande vitesse dans la rue en retrait de laquelle ils étaient. « Je n'en avais pas l'intention, mais si vous vous moquez de moi, je les appelle. » Puig fit un pas pour sortir de la ruelle sans lâcher son prisonnier. « Si je vous parle, vous me laissez vraiment partir ?» « Jurez. » Ils étaient presque à la lisière de l'ombre et des lumières qui dansaient dans la rue. « J'ai vu les deux types qui ont garé la voiture, » murmura l'homme en jetant des regards craintifs à droite et à gauche. « La voiture piégée ? » ?»« Oui. »« Comment était-il ?» L'homme parut hésiter. « Je ne veux pas d'ennui, vous comprenez ? » « Allez !» Le temps qui passait jouait en faveur de Puig. Pour se libérer tout à fait, l'homme comprenait qu'il devait céder quelque chose et très vite. « Je dois avoir leurs photos sur mon multifonction, » lâcha-t-il. « Leurs photos ?» s'écria Puig. « Vous avez pris des photos sur le parking ?» L'homme était un peu embarrassé. « C'est pour ma compagne, nous nous rencontrons dans sa voiture. Elle a des vitres teintées. Personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Elle aime bien sentir qu'il y a des gens tout autour, vous comprenez ? Elle me demande de prendre des photos pendant qu'elle s'occupe de moi. » Puig n'était pas autrement surpris. Avec l'allongement de la vie en Globalia, les pratiques charnelles requéraient de plus en plus de stimulation. L'amour en public, grâce à maintes techniques pour voir sans être vu, était un classique du genre et faisait régulièrement la une des magazines consacrés à la santé. Mais jeune et pusillanime comme il l'était, Puig ne se sentait pas à l'aise du tout sur le sujet. « Que comptez-vous faire des photos ?» demanda-t-il sur le ton le plus austère qu'il put. « Les détruire ? Je vous les achète. Prenez-les si vous voulez, mais laissez-moi partir. » Puig sortit son multifonction en essayant de ne pas trembler d'excitation. Il le plaça contre celui de l'homme et appuya sur la touche qui commandait le transfert de données. En un instant, les images furent copiées dans sa mémoire. Dès que l'homme eut récupéré son appareil, il afficha une commande de destruction des images. « Comme cela, » dit-il en marquant son soulagement. « Vous êtes témoin que je n'ai plus rien. » C'était Puig maintenant qui montrait des signes d'impatience. L'homme insista pour lui donner une dernière poignée de main. Ensuite, chacun s'enfuit dans une des directions de la nuit. Le verbe arborer signifie porter quelque chose de manière visible et souvent avec fierté, qu'il s'agisse d'un vêtement, d'un symbole, d'une expression ou d'une attitude. Il implique l'idée de montrer volontairement ce que l'on porte ou affiche. Dans une phrase, il suggère que l'élément est exhibé de façon remarquable ou assumée. Exemple, elle arborait un large sourire qui traduisait sa satisfaction. Le mot éclabousser vient du verbe éclabousser et signifie être atteint par des projections de liquide, d'eau ou de boue. Il évoque l'idée de gouttes projetées brusquement qui salissent ou mouillent une surface ou une personne. Dans une phrase, il peut décrire une situation concrète, comme être mouillé par une flaque,
ou être utilisé au sens figuré pour évoquer une réputation entachée. Exemple, en passant trop près de la route mouillée, il a été éclaboussé par une voiture. Le mot barbiche désigne une petite barbe pointue située sous le menton. Elle est généralement fine et plus courte qu'une barbe complète. Dans une phrase, il décrit un détail physique distinctif qui attire l'attention sur le bas du visage. Exemple, il portait une barbiche soigneusement taillée qui lui donnait un air élégant et légèrement artistique. Le mot gyrophare désigne les feux lumineux clignotants installés sur le toit des véhicules d'urgence, comme les ambulances, la police ou les pompiers. Ils servent à signaler une intervention et à attirer immédiatement l'attention. Dans une phrase, il évoque souvent une situation d'urgence ou une atmosphère tendue. Exemple, on voyait les gyrophares bleus illuminer la rue au loin. Le mot cagoule désigne une pièce de tissu qui couvre la tête et le cou, en laissant généralement apparaître les yeux et parfois la bouche. Elle est utilisée pour se protéger du froid, mais aussi pour dissimuler son identité. Dans une phrase, elle peut évoquer soit une protection contre les intempéries, soit une volonté de rester anonyme. Exemple, il portait une cagoule noire pour se protéger du vent glacial. Le mot dossard désigne une pièce de tissu ou de papier, généralement numérotée, que les participants à une compétition sportive portent sur le dos ou sur la poitrine afin d'être identifiés. Dans une phrase, il renvoie à l'idée de participation officielle à une course ou à un événement sportif. Exemple, chaque coureur devait retirer son dossard avant le départ du marathon. Le mot déflagration désigne une explosion soudaine accompagnée d'un bruit extrêmement violent. Il évoque une onde de choc rapide et brutale. Dans une phrase, il peut décrire un phénomène physique réel, comme une explosion, mais aussi être utilisé au sens figuré pour parler d'un choc émotionnel ou médiatique. Exemple, une déflagration a retenti dans la vallée, faisant vibrer les vitres des maisons voisines. Le mot corpulence désigne la constitution physique d'une personne, c'est-à-dire la manière dont son corps est bâti, mince, robuste, massive ou élancée. Il décrit l'apparence générale plutôt que le poids exact. Dans une phrase, il sert à caractériser la silhouette ou la carrure d'un individu. Exemple, malgré sa petite taille, sa corpulence robuste lui donnait une présence impressionnante. Le mot lopin désigne une petite parcelle de terre, souvent cultivée ou utilisée comme jardin. Il évoque un espace modeste, parfois rural, que l'on entretient pour y faire pousser des légumes ou des fleurs. Dans une phrase, il suggère un terrain de petite taille, généralement travaillé avec soin. Exemple, il cultive un petit lopin de terre derrière sa maison pour produire ses propres légumes. L'adjectif craintif décrit une personne qui a facilement peur ou qui appréhende ce qui pourrait arriver. Il suggère un tempérament timide, prudent ou anxieux face à l'inconnu. Dans une phrase, il caractérise quelqu'un qui hésite à agir par peur ou manque d'assurance. Exemple, encore craintif, le chiot n'osait pas s'approcher des visiteurs.